Bonjour Philippe. Bonjour Pat. Alors vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages concernant votre théorie appelée le civisme. Personnellement, je trouve cette théorie révolutionnaire, mais j'aimerais aborder quelques points qui me semblent difficiles à appréhender. Première question, vous dites que les choses n'ont pas de prix, que seuls les hommes ont un prix. Pourquoi? Parce qu'au final, que paye-t-on dans un objet? Est-ce que c'est l'objet qui a besoin de monnaie ou les hommes? On paye, en fait, on paye le travail. On paye, en fait, un prix, au final, est une somme de marge bénéficiaire. Au final, quand vous allez chez le commerçant, vous payez euh, le fait que le commerçant ait mis cet objet-là en vente et la marge que lui-même se réserve, c'est-à-dire une marge en plus de ce que lui a payé pour se procurer l'objet. Et en fait, tous, si on suit la chaîne, tous ont fait la même chose. Tous les intermédiaires ont fait la même chose. Jusqu'au producteur, jusqu'à celui qui a extrait la matière première, etc., etc. En fait, chaque fois que quelque chose a été produit, en fait, on a payé le travail. Et à ce produit, se sont ajoutées des marges bénéficiaires successives. Jusqu'à ce qu'en fait, on arrive au produit en magasin qui n'est qu'une somme de marge bénéficiaire. On n'a payé que le travail. On n'a pas payé l'objet. Euh, une chose qui montre d'ailleurs que on ne paye pas l'objet lui-même, c'est que le même objet peut avoir une quantité infinie de prix. Vous le vendez ici, il aura un prix. Vous le vendez là-bas, il aura un autre prix. Vous le produisez en telle quantité, il a un prix. Vous le produisez à une autre quantité, il a un autre prix. Même si c'est le même objet. Un objet n'a pas de prix en soi. C'est totalement, je dirais pas dire pas arbitraire. Si c'est en fait c'est arbitraire, puisque les marges bénéficiaires sont arbitraires finalement. C'est illusoire en fait. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ouais. C'est complètement illusoire. Non, c'est vrai, c'est assez intéressant parce que par exemple, si j'achète un poisson en supermarché, Oui, je le paye un certain prix, mais si je vais le pêcher moi-même, il me coûte 0 €. par exemple. Mais si vous l'achetez ailleurs, ayant été pêché dans d'autres conditions, avec des gens payés différemment, avec des gens, des commerçants plus ou moins gourmands, bah, le prix, le poisson aura aussi un prix différent. C'est le même poisson, mais il a un prix différent Oui, donc un prix n'est qu'une somme. de marge bénéficiaire. Assez intéressant. Vous dites également que la monnaie représente du droit. Ah, toi, t'es direct. Hein. Oui, la monnaie n'est autre chose que du droit. La monnaie représente tous les droits que vous pouvez avoir grâce à elle. En fait, aujourd'hui, la monnaie sert essentiellement à accéder au marché. Et c'est par ce droit d'accès au marché que l'on jouit de la plupart de nos droits. Droit de manger. Alors, évidemment, dans le système monétaire, on ne reconnaît pas que la monnaie, c'est du droit. Donc, parce qu'on ne peut pas remettre en cause la monnaie elle-même. Si on se rendait compte que la monnaie était du droit et que le fait de ne pas avoir de monnaie, c'est priver les gens de leurs droits, ce serait un scandale. Donc on n'en parle pas, c'est tabou. Mais de facto, manger, c'est quand même un droit, en tout cas, le droit d'un citoyen, de quelqu'un qui fait partie de la société et qui a contribué à ce que la société peut offrir. Donc manger, se loger, se vêtir, déjà les trois besoins fondamentaux, ça passe par la monnaie. Aujourd'hui, on est dans un système où personne ne produit rien seul, où tout le monde a besoin d'accéder au marché pour satisfaire ces besoins-là. Si on n'a pas de monnaie, ben, on ne peut pas manger, on ne peut pas se loger, on ne peut pas se vêtir, et on finit à la rue. D'ailleurs, en fait, on ne reconnaît pas que la monnaie c'est du droit, alors qu'en fait, tout le reste, on parle toujours de droit. Droit de passage, droit de ceci, droit de cela. Et ce sont des droits dont on peut jouir en échange de monnaie. Alors pourquoi est-ce que la monnaie ne serait pas du droit? Pourquoi est-ce qu'on jouerait de droit en échange de monnaie si la monnaie n'était pas elle-même du droit? La monnaie n'est pas autre chose que du droit. Oui, ça se tient tout à fait, ça se tient tout à fait. Vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de monnaie, vous n'avez pas de droit, quoi, tout simplement. Rien. Même pas les droits les plus élémentaires, se Euh, manger, se on ne vêtir. peut même pas manger.
Alors évidemment, dans des organismes se mettent en place pour venir au secours, mais un citoyen a des droits. Son droit n'est pas de recevoir la charité. Un citoyen devrait pouvoir manger sans avoir besoin de faire la charité. Vous dites aussi que la monnaie circule et qu'il serait absurde d'imaginer une monnaie qui ne circulerait pas. Mais de quelle manière la monnaie circule-t-elle? Elle fonctionne selon deux principes. Le premier, du fait même qu'elle circule, c'est le principe des vases communicants. Pour que tu aies de l'argent, pour que tu aies de la monnaie, mais il faut que je t'en donne. Il faut que je t'en donne ou que tu en prennes. Que tu t'en procures d'une manière ou d'une autre. Et pour qu'il y en ait ici, il faut la prendre là. Elle ne tombe pas du ciel. Alors quand on dit aujourd'hui elle ne tombe pas du ciel, pas pour tout le monde, hein, mais pour certains oui. Mais bon, de manière générale, quand même, elle ne tombe pas du ciel. Et donc, pour que l'État ait de l'argent, mais il faut qu'il prenne aux contribuables. Pour qu'une entreprise ait de l'argent, il faut qu'elle le prenne aux clients, etc., etc. C'est les vases communicants. Donc, la monnaie, elle circule. Elle circule et elle incarne du droit. Du droit, c'est-à-dire aussi du pouvoir. Plus on a de monnaie, plus on a de pouvoir. Or, il se trouve que, vu qu'elle circule, elle ne se répartit pas également. Ce qui veut dire que dans certaines mains, elle s'accumule plus que dans d'autres. Et comme elle incarne du droit, c'est-à-dire du pouvoir, plus il y a de monnaie quelque part, plus à cet endroit-là, donc entre certaines mains, il y a du pouvoir. Du pouvoir de faire quoi? Du pouvoir de capter encore plus de monnaie. L'argent va à l'argent. Quelqu'un qui a de la monnaie, dont tout le monde veut, tout le monde a besoin, a du pouvoir parce que justement tout le monde est après lui. Tout le monde en a besoin, tout le monde est demandeur. Rien que ça lui donne du pouvoir. Au-delà du fait que, de par le fait qu'il ait de la monnaie et des droits, il peut tout acheter, il peut tout payer. Voilà, donc ça donne du pouvoir. C'est en cela que ça donne du pouvoir. Quand on dit tout payer, c'est payer aussi les hommes, c'est pas seulement les objets. Il peut payer les hommes qui eux-mêmes ont besoin de monnaie, qui se soumettent donc à lui, qui lui donnent donc du pouvoir. Évidemment, c'est pas la monnaie en elle-même qui a du pouvoir en soi. C'est par tout ce que la monnaie permet de faire qu'elle donne du pouvoir. Et donc, le deuxième principe, c'est le principe de l'attraction. Voilà, le premier principe, le principe des vases communicants, parce qu'elles circulent. Deux, le principe de l'attraction, parce qu'en fait, la monnaie repose sur la notion de valeur qui n'a de sens que s'il y a des différences. Des différences qui veulent dire qu'à certains endroits, il y en a plus que dans d'autres. Et comme elle incarne des droits, elle donne du pouvoir, donc du pouvoir attractif. Du pouvoir de s'en procurer encore davantage. Et inversement, évidemment, moins on en a, on n'est pas de riche. Vous semblez faire une distinction entre l'argent et la monnaie. Quelle est la différence entre les deux? En fait, on utilise de la monnaie parce qu'elle correspond à une certaine logique. Et justement, j'appelle cette logique l'argent. Pour faire court, je définis l'argent, donc que j'écris avec un L majuscule et argent tout attaché. Donc c'est un mot en fait que j'ai forgé pour pouvoir qualifier ce concept qui est une phrase qu'on ne peut pas utiliser comme ça toutes les 5 minutes, alors que le terme l'argent est plus facile à utiliser. Donc l'argent, c'est la croyance que la notion de valeur marchande est nécessaire pour échanger. La monnaie est une unité de valeur. Pourquoi est-ce qu'on utilise des unités de valeur? Parce qu'on est dans notre esprit, la valeur marchande est nécessaire pour échanger. La logique de base, qui est donc cette notion de valeur, n'existe que si les objets s'échangent, si la monnaie circule. Si on adopte une monnaie qui ne circule pas, en fait, ça n'a plus de sens. Parce que, évidemment, il y a certains qui ont proposé des monnaies qui ne circulaient pas. Ça reste sur le papier. En réalité, ça ne débouche sur rien. Ce n'est pas possible, ça n'a pas de sens. C'est un contresens, en fait. C'est contre nature.
Ça sera très joli sur le papier, mais ça ne pourra pas fonctionner. Alors effectivement, l'idéal est d'aller vers un système dans lequel il n'y a plus de monnaie du tout. Mais à ce moment-là, il faut adopter une autre logique. Mais une logique dans laquelle la notion de monnaie elle-même n'a plus de sens. Vous m'avez dit tout à l'heure que l'argent vient du troc. La monnaie. Ah oui, oui, l'argent, la croyance. Croyance, oui, ouais. d'accord. Comment est née cette croyance, justement? Ben, justement, à partir du moment où vous faites du troc, alors, ça reste une supposition. Alors, certains contestent le fait que le troc aurait existé. Pour moi, en fait, pour qu'il y ait de la monnaie, pour que la monnaie apparaisse, il faut que les hommes aient cette croyance en tête. Donc la question, c'est comment est née cette croyance? Elle n'est pas née comme ça, elle n'est pas tombée du ciel. C'est qu'à un moment donné, les hommes ont quand même échangé, alors que ce soit entre individus ou entre communautés, peu importe. Le fait est, c'est qu'à un moment donné, ils ont dû faire quelque chose qui leur a fait penser, fait croire que la notion de valeur marchande, enfin la notion de valeur était nécessaire. Et c'est quoi? Ben, c'est justement, c'est de mettre un objet, c'est de mettre en équivalence des objets, c'est d'échanger des objets entre eux. Quand on échange des objets entre eux, on les met en équivalence, c'est-à-dire en équivalence de valeur. On échange. Le troc, c'est censé être un juste échange, le fameux juste prix. Alors, ça ne se conçoit pas très bien si on imagine un échange d'un objet contre un objet. Si on échange un contre un, on ne conçoit pas la notion de valeur marchande. Mais si on échange un objet contre deux objets, là, on comprend que 1 égale 2. Ah oui, d'accord. Si on échange un objet contre 3, ah, cet objet égale 3. 3 de cette chose-là. Et en fait, ça permet en fait que des objets finissent par devenir des références. 1 égale 3, ben, alors du coup, ça va être... si on a 4 de ça, ben, ça va pouvoir être égal à ça. D'ailleurs, avant qu'on ait de la monnaie, telle qu'on la connaît aujourd'hui, il y a eu ce qu'on appelle des monnaies primitives. Les monnaies primitives, c'était des objets, c'était tout simplement des objets, des biens ou des objets. Parce qu'ils avaient au départ une valeur propre, une valeur qui justifiait qu'on les échange. On les échangeait soit pour qu'ils servent de monnaie, soit pour leur utilité propre. Mais ils servaient en fait, ils servaient déjà de référence. Mais c'est comme ça que la notion de référence est elle-même apparue et qu'ensuite on a standardisé les référents pour en arriver finalement à la monnaie. Mais tout est déjà contenu en fait dans le troc. Aussi bien donc la valeur marchande que le principe de l'échange indirect et de la monnaie. Est-ce qu'il ne suffirait pas pour résoudre le problème d'adopter, par exemple, le revenu universel ou le salaire à vie? C'est-à-dire, si l'argent représente du droit, est-ce qu'en donnant un peu à tout le monde, est-ce qu'on pourrait contrer? Justement, alors ces solutions-là sont des solutions bâtardes, des solutions entre deux logiques. C'est-à-dire qu'effectivement, ce sont des gens qui comprennent sans le dire ou qui font sans savoir que la monnaie représente du droit. Quand on dit qu'on veut garantir un revenu à tout le monde, pourquoi? Si ce n'est parce que c'est du droit. Si c'était des cacahuètes, on s'en foutrait. Donc c'est parce qu'en fait, il y a quelque chose d'essentiel dans la monnaie qu'on veut le garantir à tout le monde. Mais, encore une fois, on ne pousse pas la logique jusqu'au bout. Et on ne va pas jusqu'à l'idée qu'on doit garantir des droits à ceux qui les méritent, c'est-à-dire aux citoyens qui ont rempli des devoirs en amont. En fait, ces idées-là ne servent qu'à perpétuer le système monétaire, ne servent qu'à perpétuer ce qu'on appelle aujourd'hui le capitalisme. Et d'ailleurs, on verra que les capitalistes vont prôner de plus en plus ce genre de système. On le voit d'ailleurs avec Hamon, avec les socialistes, qui ne sont pas comme ça a pu l'être à une certaine époque. Aujourd'hui, les socialistes sont des capitalistes. Ce seront peut-être même les sauveurs du capitalisme. Tu vois, ce ne sont pas des socialistes. Comme disait De Gaulle, en France, il n'y a qu'un socialiste, c'est moi. Et effectivement, les socialistes ne sont plus socialistes depuis un certain temps. Oui, donc ces idées-là, en fait, veulent mettre en œuvre. Tu vois, il s'agit de garantir des droits, mais sans devoir. Le revenu universel, c'est garantir des droits sans devoir. Donc en fait, ça se veut social,
mais sans logique sociale. Dans la logique sociale, un citoyen a des droits en contrepartie de devoirs. Les droits ne tombent pas du ciel. Il faut bien que quelqu'un les génère et que quelqu'un les garantisse. Alors la société peut les garantir, mais il faut d'abord quand même que quelqu'un les génère. Si on a droit à du fromage, il faut bien que quelqu'un ait fait le fromage. C'est bien joli de dire tout le monde a droit à du fromage. Si personne ne fabrique de fromage, le droit n'existe pas. Si personne ne remplit de devoirs en fabriquant le fromage, il n'y a pas de fromage. Alors on peut très bien dire sur le papier on a tous droit à du fromage, mais sauf que dans l'assiette il n'y en aura pas, quoi. C'est tout. Donc avant qu'il y ait des droits, il faut qu'il y ait des devoirs. Et à partir du moment en fait, où on entre dans la logique sociale, proprement pure, un citoyen qui a rempli de devoirs a en contrepartie les droits du citoyen, dont celui d'accéder au marché. Et la notion, enfin ces idées de revenu universel n'ont plus de sens, quoi. Puisque en fait, dans cette logique-là, il n'y a pas de monnaie. Or eux, en fait, ils veulent nous vendre du social avec la logique monétaire. En fait, ça veut dire qu'ils ne comprennent pas la logique monétaire et ils biaisent la logique sociale. En fait, ils ne comprennent rien à rien, quoi. Non, mais c'est malheureux à dire, mais c'est ça. Hein. Mais en plus, là, tout de suite, vous m'avez dit que la monnaie fonctionne sur... Je vois que des groseilles, là. Je sais pas pourquoi tu m'as mis ça sous le nez, mais je vais... Vas-y, je t'en prie. Mais là, tout de suite, vous m'avez dit que la monnaie fonctionne aussi sous les principes du vase communicant et de la loi d'attraction. C'est-à-dire que même si on donne de la monnaie à tout le monde par le revenu universel, cette monnaie va inévitablement revenir aux mains des... Après, de toute manière, moi, je ne rentre même pas dans ces questions pratiques. À partir du moment où on utilise de la monnaie, on est un capitaliste. Donc il faut arrêter de croire qu'on peut être un révolutionnaire et capitaliste. Ça marche pas, quoi. Comme je disais, comme j'ai écrit, toute mesure monétaire est contre-révolutionnaire. Voilà. Alors après, effectivement, on peut regarder les mécanismes, pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Mais ça, à partir du moment où on a compris le principe, c'est même pas la peine de rentrer dans ce genre de détails. Je disais que l'argent est une croyance. En fait, on l'a dans la tête et les gens voient le monde à travers leurs croyances. Parce qu'en fait, on voit les choses, on ne voit pas ce que on ne croit pas ce que l'on voit, on voit ce que l'on croit. Et vu qu'on croit, dans notre tête, il y a l'argent, en fait, on voit le monde à travers l'argent. Et voilà, ça nous masque la réalité des choses. Si on enlève... La monnaie, ça n'existe pas. La monnaie, en fait, tout représente la monnaie, et en même temps, la monnaie n'existe pas. C'est un paradoxe, quand même. Si on regarde autour de nous, tout représente de la monnaie, et pourtant, il n'y a pas de monnaie. Elle n'est que dans nos têtes. Elle n'est que dans nos têtes, ouais. Ça n'existe pas, quoi. Ça pousse pas sur les arbres, la monnaie. Donc si moi je produis des légumes et toi tu produis du lait par exemple, nous mettons notre production en commun et l'on peut se servir en accès libre pour tous les objets produits en masse et on rationne les objets plus rares. Tu es un producteur de lait. Tu es citoyen parce que tu produis du lait. Parce que tu produis du lait. Le devoir du citoyen, ce n'est pas seulement de produire. Le devoir du citoyen, c'est de participer à la vie de la société selon ce que la société considère comme une participation. C'est-à-dire que quand tu produis du lait pour être citoyen, il faut que tu en produises dans une certaine quantité voulue, désirée par tes concitoyens. Alors ça renvoie en fait à la question des entreprises. Les entreprises, si tu veux, la société ne leur dit pas combien elles doivent produire. Elle fixe une limite à partir de laquelle elle va considérer une limite de vente à partir de laquelle elle va considérer que l'entreprise a rempli sa tâche, a rempli au moins ce qu'on attend d'elle. Le jeu de la concurrence, parce que les entreprises sont en concurrence, fera qu'en réalité, les entreprises ne s'occuperont pas en fait de cette question-là, de cette limite. Elles feront ce qu'elles ont à faire pour satisfaire leurs clients. Mais donc, une entreprise doit, alors pour utiliser un terme que l'on comprend aujourd'hui, doit vendre. Elle ne doit pas produire, elle doit vendre. Ça veut dire qu'elle doit satisfaire une clientèle. Et je ne sais plus ce que tu me poses comme question. Si je ne produis pas assez. Voilà. En fait, c'est pas la question, c'est pas si je ne produis pas assez, c'est si je ne vends pas assez. Si je ne vends pas assez, ça veut dire que mon produit
Les gens n'en veulent pas, ou n'en veulent pas. En tout cas, je n'ai pas assez de clients. Et dans ce cas-là, il y a des sanctions. C'est pas. Alors, on pourrait dire que ça y est, on perd la citoyenneté, etc. C'est pas aussi radical. Des fois, ça peut m'arriver de le dire. Tu vois, tu t'as pas rempli ton devoir, t'es plus citoyen. Je peux dire des choses comme ça, mais en pratique, c'est pas aussi radical. En pratique, il y a des sanctions qui ne te font pas perdre la citoyenneté, mais qui sont assez stimulantes pour que tu fasses ce que la société attend de toi. Donc, dans le système tel que je l'ai imaginé, une des clés de voûte, c'est, paradoxalement, pour les actifs, c'est la retraite. En fait, dans ce système-là, un retraité, c'est quelqu'un qui a le droit de ne plus participer à la vie de la société, en étant toujours évidemment citoyen, en ayant toujours le droit d'accéder au marché. Mais comme aujourd'hui, pour accéder à la retraite, il faudra avoir... Alors, je ne dis pas travailler, je dis participer. Participer, c'est plus large que travailler. Il faudra avoir participé à la vie de la société pendant un certain nombre d'années, fixé par la loi. Bon, disons un truc arbitraire, 40 ans. Eh bien, dans la cité, une des sanctions, c'est du temps négatif. C'est-à-dire que une entreprise avait le devoir de faire je ne sais quoi. Elle l'a fait en partie, mais pas, elle n'a pas rempli tout à fait les attentes de la société. Donc il y a des sanctions qui sont peut-être proportionnelles au manquement de l'entreprise. Et donc ce sera du temps négatif. Par exemple, un mois de temps négatif. Disons que ce serait par an. Alors moi j'ai imaginé que ce serait tous les ans, par exemple. Il y aurait un contrôle, mais en fait le contrôle serait automatique. Ce serait par informatique. Le fait qu'il y ait des cartes civiques, en fait tout est informatisé. Il y a personne qui contrôle rien. À partir du moment où l'entreprise a ses conventions, j'appelle ça des conventions, ben, ça y est, la machine est sur les rails et ça se fait tout seul, quoi. Et donc, si l'entreprise ne remplit pas ses résultats, il y a des sanctions automatiques. Et évidemment, comme une entreprise est quand même censée fonctionner, au bout d'un certain nombre de sanctions négatives, elle peut être carrément mise en liquidation. Parce que la cité n'a pas non plus pour but d'entretenir des branches mortes. Tu vois, c'est comme ça en fait que ce qui est périmé se disparaît. En fait, il faut créer de manière artificielle ce qui se fait aujourd'hui naturellement dans le système monétaire. Une entreprise qui ne vend pas ne fait pas de bénéfices, et si elle ne fait pas de bénéfices, elle disparaît. En fait, c'est la même chose. Dans ce système-là, si personne ne veut de vos produits, alors on peut imaginer. Dans ce système-là, il y a quand même un aspect plus souple. C'est que la société peut décider, c'est vrai que ce domaine-là, il y a peu de clients, mais ça fait partie du patrimoine, par exemple. Et à ce moment-là, donc, on permet à l'entreprise de continuer dans des conditions différentes. Mais donc, là, on sort un peu du cadre normal, quoi. Mais c'est une chose qui est possible. Aujourd'hui, cela dit, aujourd'hui, c'est aussi un peu possible. C'est les pouvoirs publics qui vont décider, on va financer cette activité-là. Bon, le problème, c'est que il y a tellement de choses à financer que dans notre système, on ne finance pas tout. Et que c'est comme ça qu'on rase on détruit notre patrimoine, on le vend, on le brade, on le laisse à l'abandon, etc. Dans la cité, ça, non, la cité justement pourra entretenir son patrimoine notamment, quoi. Donc, si j'ai bien compris, une entreprise a des quotas minimums à remplir. De vente. Ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui de vente. Il faut qu'elle satisfasse une demande. Il faut qu'elle ait un certain nombre de clients. Alors de clients, alors il peut y avoir en fait deux choses. Nombre de clients et quantité de produits, par exemple, écoulés. Il peut y avoir les deux critères. D'ailleurs, c'est une raison pour laquelle un commerçant, comme je le disais tout à l'heure, ne pourra pas tout vendre à un seul client. Parce que lui, il a besoin d'avoir un certain nombre de clients. Comment fait-on, par exemple, comment définir le quota en fonction de... Ça, c'est en fonction de l'activité de l'entreprise, en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction de son utilité sociale, sa situation géographique. Sa situation géographique, c'est-à-dire quand on est à Paris, c'est pas la même chose que quand on est au fin fond de la Creuse. Tu veux dire qu'une entreprise à Paris n'a pas les mêmes quotas? Non, déjà, il n'y a pas le même nombre de clients déjà au périmètre. Donc, forcément, on peut pas exiger la même chose de gens qui sont dans des conditions totalement différentes. Et dans ce que j'appelle les conventions, sont fixées par des commissions de citoyens tirés au sort. Et
En fait, il faut bien comprendre que c'est des choses, les conventions sont des choses simples à fixer, qui demandent simplement du bon sens. On n'a pas besoin d'être un spécialiste. Et du reste, les commissions elles-mêmes pourront faire appel à des spécialistes dans certains domaines pour justement pour pouvoir fixer les conventions d'entreprise dans des domaines très particuliers. Bon, en fait, c'est l'humain en fait qui décide. Donc c'est pour ça que c'est un système qui est très souple. En réalité, on peut croire que c'est rigide, mais en réalité, c'est très souple. Donc je disais, par exemple, un bistrot à Paris, on peut exiger d'un bistrot à Paris qu'il ait un certain nombre de clients. Évidemment, dans un petit village, on ne peut pas exiger. Alors, le bistrot a une utilité dans un village autre que le bistrot en vérité. Donc, il peut être utile qu'un bistrot existe, mais évidemment, on ne peut pas exiger qu'il ait le même nombre de clients qu'un bistrot en plein 16e ou en plein Saint-Germain. Tu vois, c'est pas possible. Mais ça, évidemment, les hommes ne sont pas abrutis. Ils ne sont pas totalement stupides. Dans un petit village de 3000 habitants, on se doute bien que ça ne va pas être les mêmes tous les soirs. Tiens. Non, donc voilà. Et que se passe-t-il si mon entreprise produit des objets de mauvaise qualité? J'ai répondu. Cela dit, aujourd'hui, on produit de la merde et ça se vend. Alors peut-être que ça se vendra aussi chez toi, hein. Mais a priori, si elle produit des produits de mauvaise qualité, sa demande va diminuer et tôt ou tard, elle va peut-être passer en deçà de ce qu'on exige d'elle et à ce moment-là, elle prendra des sanctions. Alors les sanctions, donc j'ai dit c'était du temps négatif. Mais qui reçoit du temps négatif? L'entreprise est une personne morale. En fait, en pratique, ce sont les employés. C'est chaque employé de l'entreprise qui prend du temps négatif. Le même. L'entreprise, par exemple, prend un mois, tous les employés se prennent un mois de temps négatif. Donc, ça incite un petit peu à ne pas en prendre. Ça incite un petit peu à faire son travail, quoi. Ça incite à ce que les gens soient totalement impliqués dans la vie de leur entreprise, quoi. Tout à fait. Là, on aura le fameux esprit d'entreprise qu'on essaie d'avoir aujourd'hui en payant un gens au lance-pierre. Évidemment, ça ne peut pas marcher, hein. Quand vous faites le boulot, que c'est jamais vous qui touchez le pognon, vous n'êtes pas très motivé en réalité. L'entreprise, ça ne vous dérange pas d'en changer. Quand on sait d'ailleurs comment les entreprises traitent leurs employés, du jour au lendemain, on vous vire, aucune reconnaissance, rien. Comment comment peut-il y avoir l'esprit d'entreprise aujourd'hui? C'est pas possible. C'est une vue de l'esprit. Alors que dans ce système-là, là, il existera l'esprit d'entreprise. En fait, l'esprit d'entreprise n'est jamais que l'esprit de corps. Et on a l'esprit de corps quand tout le monde est dans la même galère. Quand tout le monde subit de la même manière, quand tout le monde profite de la même manière. Si je vous suis bien, les entreprises ont également l'accès libre au marché. Oui. Alors, les particuliers et les entreprises, en théorie, donc ont tous accès libre. Enfin, ont tous, oui, accès libre au marché. Il va de soi néanmoins que les particuliers, leur pouvoir d'achat sera bridé en réalité. Il sera bridé de telle manière qu'ils ne le ressentiront pas. Mais il sera quand même bridé. Et donc les entreprises, elles, auront des cartes qui donneront accès à des choses auxquelles les particuliers n'auront pas accès, par exemple. Déjà, ne serait-ce qu'en termes de quantité. Une entreprise pourra acheter des choses dans des quantités industrielles, précisément. Évidemment, un particulier n'aura pas l'accès aux biens dans des quantités industrielles. Alors, même si la limite est très élevée, elle sera peut-être tellement élevée qu'il ne l'atteindra jamais. D'ailleurs, il y a plein de domaines dans lesquels les particuliers il n'y aura même pas de limite, puisque un particulier ne pourra pas. C'est pas la peine en fait de faire des choses qui n'ont pas de sens. Si tu veux, c'est un peu comme en montagne. Il n'y a pas de barrière dans la montagne. T'as beau être au bord d'un précipice, il n'y a pas besoin qu'il y ait une barrière pour te dire de ne pas sauter, quoi. Tu sais qu'il ne faut pas sauter, quoi. Voilà. Finalement, c'est normal qu'un médecin ou un ingénieur ait plus de droits qu'un agriculteur ou un plombier, non? Non, sous quel rapport c'est normal? Ils sont complémentaires. L'ingénieur, il mange aussi, hein. Il mange ce que fait l'agriculteur, hein. Sans l'agriculteur, ton ingénieur, il ne survit pas longtemps, hein. D'ailleurs, en fait, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Dès qu'on se retrouve dans des situations
différentes, on se rend compte que finalement, les gens que l'on méprise un petit peu aujourd'hui, ils sont quand même nécessaires, quoi, tu vois. Le mec qui est manuel, qui fabrique quelque chose de vrai, on a besoin de lui, hein. Et en fait, quand on discute, rapidement, les gens sont amenés à te dire, ouais, mais du coup, il faudrait alors payer plus le manuel. Mais non, mais c'est comme on fait par exemple les communistes. C'est-à-dire, il faut payer plus le manuel que le médecin. Mais non, c'est faux aussi, c'est une logique fausse. On a besoin de tout le monde. Tout le monde est complémentaire. Alors, je sais très bien pourquoi on dit que alors déjà, on prétend parce que ils sont plus intelligents, parce que alors, il y a une question pratique par rapport à la question notamment des médecins qui font des études longues. Mais c'est que comme ils ont pas fait ils ont fait des études longues et qu'ils n'ont pas été payés, mais ils se rattrapent après. Dans la cité, ça marche pas. Cet argument ne tient pas. Dans la cité, en fait, on est citoyen à partir du moment où on fait des études supérieures. Donc, à partir du moment où on fait des études supérieures, on a accès libre au marché, comme tous les citoyens. Donc, et puis de toute manière, on peut pas avoir on peut pas avoir plus que libre accès, quoi. C'est, on peut. Je rebondis là-dessus. Ça veut dire que les étudiants ont la carte d'accès libre au marché. C'est ça. Ils sont citoyens. Ils sont évidemment tenus de réussir. Moi, c'est ça que j'allais dire. Pourtant, ils remplissent pas de devoirs envers. Bah, ils remplissent peut-être pas de devoirs à l'instant, mais les études qu'ils font sont a priori nécessaires pour remplir certaines fonctions. Il faut bien que dans la société, il y ait des gens fassent des études qui vont permettre de pouvoir pourvoir certains postes. Donc c'est reconnu, en fait, c'est pour ça que c'est reconnu comme un travail. C'est reconnu comme une forme de participation. Mais du coup, c'est tenu aux mêmes obligations de réussite. Oui, c'est ça. Que se passe-t-il si l'étudiant rate et est en échec? Alors, il peut y avoir des sanctions progressives. Quand je dis progressives, je veux dire que premier échec, par exemple, on peut passer dessus. Deuxième échec, là, on peut prendre du temps négatif. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, il commence ses études, déjà, il sait qu'il va repousser l'âge de sa retraite. Tu vois, bon. Ce qui, en vérité, est une sanction purement psychologique. Hein. Parce que les faits... En plus, vivre en tant que citoyen, travailler dans les conditions de la cité, etc., ce sera une sinécure, en fait, en vérité. Mais bon, psychologiquement, déjà, c'est-à-dire être sanctionné, psychologiquement, c'est pas agréable. Et donc, je sais pas, donc, première année, on dit rien, deuxième année, 1 mois, troisième année, 6 mois. Eh ben, quatrième année, fini, quoi. Et par exemple, d'ailleurs, même, tu peux avoir droit à redoubler, je parle d'un étude supérieure, hein, deux fois ou 3 fois. Mais après, ça, c'est la loi, en fait, qui décidera. Hein. Tu vois, on peut en discuter. Moi, je peux te dire des choses, mais il y a des choses. On peut imaginer le principe de la solution, mais après, concrètement, qu'est-ce que la société adoptera, ce sera à elle de le dire. Hein. Voilà, et puis, en France, ce sera ça. À l'étranger, ce sera peut-être autre chose. Ce sera différemment. En fait. Après, c'est une question de loi. Ça, c'est pas une question de principe, c'est une question de loi. Mais le fait est que les études seront possibles et évidemment, le but sera quand même de réussir. Pour servir la société, en fait, au final. Si les entreprises ont l'accès libre au marché, est-ce que ça ne va pas augmenter la pollution? Puisqu'elles pourront acheter tout ce qui est possible. Alors la question de la pollution, déjà, est totalement liée au système capitaliste, hein, où on produit pour vendre, on produit pas forcément dans les meilleures conditions pour augmenter les marges de profit. On produit des produits de mauvaise qualité pour avoir toujours des clients, ce qu'on appelle, sur-moi le mot, on limite la durée de vie des produits. Ah, l'obsolescence programmée. Voilà. Tout ça, c'est une logique capitaliste. Aujourd'hui, on gaspille, on n'est pas dans mon système. Par contre, dans mon système, paradoxalement, on pourra mettre en œuvre toutes les techniques qui permettent de ne pas polluer, toutes les techniques de recyclage. Déjà, en plus, quand les gens auront acheté des produits qui leur plaisent, a priori, ils vont pas en changer le lendemain. Quand ils auront acheté des produits qui fonctionnent, qui se cassent pas, sont pas en panne tous les 2 jours, en fait, c'est un système qui permettra paradoxalement de moins gaspiller. Quoi. Et puis, comme je le dis,
le problème, c'est pas tellement de consommer, le problème, c'est de savoir si on peut retraiter. Il est là le problème. Tu as des systèmes qui fonctionnent en boucle. Par exemple, tu prends, je sais pas, pour l'eau par exemple, tu as des systèmes qui fonctionnent sur un bateau, ça fonctionne en boucle. Donc, tu peux consommer autant d'eau que tu veux, c'est rejeté, c'est recyclé. Donc tu vois, ça, c'est pas un problème. En fait, le problème, c'est pas la consommation, c'est comment on traite les déchets, quoi. Il est là le problème. Et aujourd'hui, évidemment, c'est mal traité, quoi. D'accord, donc si l'entreprise a l'accès au marché, elle peut acheter les meilleures technologies en fait. Oui, c'est ce que je dis. Ouais. Non seulement elle le peut, mais elle le devra. Par exemple, dans ce système-là, on peut imposer des choses à l'entreprise, ça lui coûte rien. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire parce qu'on sait que ça leur coûte de l'argent. Alors on peut le faire, mais ça, malgré tout, ça leur coûte de l'argent et en fait, finalement, on le fait pas. C'est ce qui s'était passé, par exemple, avec l'histoire du pot catalytique. Le pot catalytique, pour moins polluer, avait été envisagé, mais comme le coût serait retombé sur les consommateurs, qui était un coût élevé, ben on y a renoncé. Dans ce système-là, si à l'instant T, on n'a pas d'autre solution que le pot catalytique, et ben on dit, ben, à partir dans 6 mois, c'est pot catalytique pour tout le monde. Et puis, il y aura des pots catalytiques. Et ça coûte pas plus cher à l'entreprise. Ben déjà, ça fera travailler l'entreprise qui les fabrique, et ça ne coûtera pas plus cher aux consommateurs, aux citoyens. Donc, si je suis la logique, on arrêtera de produire des produits de mauvaise qualité, quoi. Puisque personne ne les achètera. Oui. En fait, c'est lié à ce que je disais tout à l'heure. Alors déjà, évidemment, une chose qui est quand même évidente, c'est que si les gens ont les moyens... Alors, je sais bien que avec le système actuel, on a forgé des goûts de merde. Donc, il y a des gens qui aiment la merde. Tu vois, c'est bon. Mais de manière générale, si les gens, tu leur offres la possibilité d'acheter un bon produit ou un produit de merde, en général, s'ils sont libres de choisir, ils vont quand même vers le produit le meilleur, en tout cas qui leur semble le meilleur. Donc, dans ce système-là, les entreprises qui produisent des produits de mauvaise qualité perdront leurs clients. Et donc s'exposeront aux sanctions. Et donc, à terme, seront liquidés, quoi. En fait, le civisme, c'est du libéralisme sans capitalisme. D'accord, parce que les entreprises sont toujours en concurrence. Oui. Les citoyens sont libres d'accéder au marché. Sauf que il n'y a plus l'argent qui nous freine, quoi. Oui. Mais l'argent, enfin la monnaie, est un facteur limitant. La preuve, l'exemple le plus simple, c'est le péage sur les autoroutes. On n'a jamais accéléré, on n'a jamais fait accélérer la circulation en mettant un péage. Hein. Ça n'empêche pas de passer, mais ça freine. On a toujours cru que l'argent permettait les choses. En fait, l'argent ne permet pas les choses. L'argent empêche beaucoup de choses. Mais l'argent empêche toutes les choses pour lesquelles les gens n'ont pas l'argent. Alors que dans ce système-là, en fait, tout le monde a les moyens de tout faire. Quand je dis qu'ils ont les moyens de tout faire, dans la mesure où ils ont accès au marché, si les entreprises qui produisent ou qui rendent des services dont les citoyens ont besoin existent, les citoyens sont satisfaits. Une petite commune, par exemple, si elle a besoin de faire réparer sa route, sa toiture, son école, etc., tout en même temps, elle fait appel aux entreprises qui font les travaux en question, et toutes les entreprises qui sont disponibles à ce moment-là, elles viennent et font les travaux. Et la petite commune, qui aujourd'hui n'a les moyens de rien, qui rase, qui a des nids de poules partout et qui rase son église parce qu'elle n'a plus les moyens, là, même une petite commune pourra tout faire en même temps. Le premier devoir de tout citoyen, c'était de participer à la vie de la cité. Selon ce qu'elle considère comme une participation. Sous quelle forme? La première forme, c'est donc la sécurité, défendre les autres citoyens. Oui, en fait, c'est même ça, c'est presque à part, en fait. Ça, c'est le premier devoir, le premier devoir du citoyen, c'est de défendre ses concitoyens et la cité, puisque la raison d'être de la société, c'est de garantir la sécurité de ses membres. Donc, la sécurité ne tombe pas du ciel, ce sont les citoyens qui la génèrent. Donc, la première chose, c'est de défendre ses concitoyens. Et participer à la vie de la cité, en fait, c'est l'autre devoir
qui englobe effectivement beaucoup de choses. Ça peut même effectivement englober toutes les actions nécessaires pour remplir ce devoir de protéger ses concitoyens. Donc, participer à la vie de la cité, effectivement, c'est un devoir, c'est un sens très large. Si on l'applique à aujourd'hui, évidemment, la première forme de participation, c'est le travail. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le travail. C'est-à-dire faire partie d'une entreprise qui produit des choses à destination d'une demande. Une autre chose assez courante, et qui aujourd'hui n'est pas reconnue, c'est l'activité de mère au foyer. Je dis bien mère au foyer, je dis pas femme au foyer. Parce que pour moi, ce qui justifie qu'on reste au foyer, c'est effectivement qu'on s'occupe d'enfants. Sinon, sinon c'est pas tellement justifié, quoi. Même aujourd'hui, une femme toute seule est bien obligée de travailler. Par contre, à partir du moment où on est mère et que la société a besoin qu'on s'occupe des enfants. D'ailleurs, même aujourd'hui que les gens ont besoin d'argent, des fois, c'est pas toujours évident d'avoir des enfants, de travailler en même temps, parce qu'on ne sait pas comment les faire garder. Donc, à un moment donné, il faut bien quelqu'un qui garde les enfants, quoi. Oui, vous voulez dire que si... Et donc, l'activité de mère au foyer sera reconnue, en fait, comme une activité. Oui, c'est ça, c'est que si la mère au foyer ne s'occupe pas de ses enfants, quelqu'un d'autre devra de toute façon remplir ce devoir. De toute manière, ouais. Donc il faudra quand même donner une carte à cette personne-là, donc autant la donner tout de suite. Alors, je dis bien que les mères, d'ailleurs, les mères, c'est même pas les mères, c'est dans un couple. Oui, il y a des conditions. Il y a des conditions, il y aura effectivement, encore une fois, là, on retombe dans le domaine des lois particulières, que moi je peux imaginer, et qui pourront très bien être autres dans un autre pays, par exemple. Mais tel que moi j'ai imaginé la chose, il n'y a que les femmes mères, c'est-à-dire les épouses mères au foyer. Il n'y a que ça qui justifie en fait de rester au foyer et d'être citoyen, de mériter la citoyenneté par cette activité-là. Oui, si vous êtes toute seule avec vos chats, vous ne remplissez pas de devoirs envers la société. Voilà. La société, en retour, vous donne le droit d'accéder librement à tout. Donc il faut quand même bien quand on est... Ça, c'est effectivement, c'est une chose que ne prend pas en compte le système actuel, toutes ces activités périphériques qui sont utiles à la société. Effectivement, il ne résulte pas une production, mais quelle est la production d'une mère au foyer? C'est des enfants, c'est des futurs citoyens en réalité. Mais ça, c'est du tellement long terme qu'en réalité, le système actuel ne le prend pas en compte et ne peut pas le rémunérer. On ne sait même pas rémunérer les gens qui ont travaillé toute leur vie. Donc, quelqu'un qui n'a même pas travaillé au sens où on l'entend aujourd'hui, ça n'existe même pas, quoi. Alors que pourtant, c'est une vraie activité. Mais bon, inversement, une mère, une épouse, mère ou mère toute seule qui voudra travailler pourra le faire, mais cette fois-ci, elle aura les moyens de la faire garder, mettre ses enfants dans une crèche, etc. etc. Les gens auront les moyens qu'ils n'ont pas aujourd'hui, quoi. En tout cas, que tout le monde n'a pas aujourd'hui. Mais il n'y a pas des métiers plus pénibles? Quelqu'un qui travaille, qui se casse le dos avec un métier. Mais la pénibilité est quand même une chose de très relative, hein. D'abord, ce que moi je peux considérer comme pénible, c'est pas forcément la même chose que ce que toi tu vas considérer comme pénible. Tu sais, t'as des gens qui restaient assis toute la journée, pour eux c'est pénible. Qu'est-ce que la pénibilité? Alors après, il y a des choses qui, objectivement, sont plus usantes que d'autres. Ça, c'est un... Mais bon, alors, quelles seront les conditions de travail dans la cité? Ça se trouve que des choses qui sont pénibles aujourd'hui le seront beaucoup moins dans la cité, où les entreprises auront accès à tout, ou à tout le matériel, pourront faire évoluer le cadre de chaque poste, avoir des machines pour différentes choses, alléger le travail. Donc, la pénibilité, ça devient quand même très relatif. Tu vois, tout à l'heure, en aparté, on parlait des mines. Le travail des mines aujourd'hui, c'est pas du tout le travail des mines du 19e siècle. Tu vois, donc, c'est un mec qui pousse des boutons. Avec des pelleteuses, etc. Est-ce que c'est, tu vois,
C'est comme les conducteurs de locomotives. À l'époque, les mecs, ils avaient une pelle, ils rentraient du charbon. C'est pas la même chose que de conduire, de piloter avec des boutons et des joysticks, tu vois, dans un TGV. La pénibilité, c'est relatif, quoi. Alors, si effectivement on constate que certaines activités sont particulièrement pénibles, d'ailleurs, c'est difficile à constater parce que c'est sur le long terme. C'est sur des périodes de 50 ans, 60 ans. Parce que sur ces périodes-là, on peut constater qu'effectivement, dans telle activité, les gens meurent plus vite, par exemple. Et on le constate 50 ans après. Donc. Bon. Mais si, de manière a priori, la société pourra effectivement dire, dans tel domaine, on considère que ces activités-là sont plus pénibles, plus usantes, eh bien, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, le temps à travailler pour atteindre la retraite, le coefficient sera par exemple supérieur. Voilà, ce sera justice parce que, et ça peut être aussi une manière ce système de coefficient pourra être aussi utilisé pour inciter les gens à aller dans des domaines où précisément ils ne se précipitent pas. Il manque de gens dans un domaine, eh bien, on offre des conditions favorables, enfin des avantages pour faire venir les gens, quoi, pour que des gens s'y collent. Vous répondez déjà à ma prochaine question. Oui, parce que tout se tient. Donc, quand on répond à une question, en fait, pour bien faire, il faudrait répondre à tout. Donc, c'est difficile, c'est compliqué, c'est pas possible. Forcément, il y aura des métiers moins prisés que d'autres, et pourtant dont on a besoin. Ouais, mais la question, alors, déjà, ça c'est une chose qu'on pose comme ça en théorie, mais c'est pareil aujourd'hui. Les métiers moins prisés sont-ils moins pourvus? Ben non, parce qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas la capacité de faire autre chose, ou qui n'ont pas l'opportunité, la chance de trouver autre chose à l'instant T, et qui font des choses qui ne nous viendraient même pas à l'esprit. Et pourtant, il y a bien des gens qui le font. Mais dans ce système-là, c'est pareil. C'est pas la société qui vous donne un travail, c'est à vous de le trouver. Donc, à un moment donné, il faudra. L'avantage, ce qu'il y a, c'est que dans ce système-là, vous n'êtes pas pénalisé par le travail que vous faites. Alors, vous ne pouvez pas reprocher à la société de ne pas vous donner tout son possible. Quel que soit le travail, vous êtes citoyen. Quel que soit le travail, vous avez accès libre au marché. Donc, la société ne vous pénalise pas, quel que soit le travail que vous faites. Alors, dans votre système, je décide de produire un légume par jour. J'aurai droit à la carte civique? Ben non. Ça dépend, hein, s'il est très très gros. Non, mais ça veut rien dire. Non, mais de toute manière, la question déjà, c'est pas je décide. C'est vous avez une entreprise qui est dans tel domaine. Vous allez voir la commission des conventions, elle vous dit, pour qu'on reconnaisse votre activité, pour qu'on reconnaisse que cette activité vous mérite en retour la citoyenneté, il faudra avoir tant de clients. Donc ça, voilà. Donc, si on vous dit, il faut que vous ayez, alors c'est par an, hein, c'est pas par jour. Après évidemment sur l'année, on fait un calcul par jour. Mais disons sur l'année, il faut que vous ayez 500 clients. Mais si vous avez un client, si vous produisez un radis par an, c'est comme si vous n'avez rien fait, quoi. C'est voilà. Non seulement c'est pire, hein, c'est que vous avez truandé la société. Là, c'est prison, quoi. Là, je pense que, en fait, ces conventions, comme je l'ai dit, en vérité, les entreprises n'en tiendront pas compte parce qu'elles seront en concurrence. C'est juste pour que la cité, en fait, ait un moyen de déclencher ou la citoyenneté ou des sanctions. Et évidemment, quand on s'aperçoit qu'une entreprise n'a rien fait du tout, là, c'est de l'escroquerie finalement. Oui, ce sera sanctionné. Alors, ça pourrait être sanctionné par du temps négatif, mais à un certain niveau d'escroquerie, je pense que ce sera de la prison carrément, quoi. Enfin, est-ce qu'on peut perdre sa carte civique pénalement? Bien sûr. Si on va en prison, par exemple, pour un délit important, comme aujourd'hui, alors évidemment, déjà, dans la cité, la plupart des délits qui existent aujourd'hui vont disparaître, hein. Il y aura les prisons, il y aura encore des prisons, mais elles seront beaucoup moins pleines qu'aujourd'hui, hein, forcément. Parce que les 3/4 des délits sont liés à l'argent, si ce n'est plus.
À part les congénitaux, les criminels congénitaux, c'est quoi? La proportion de vrais criminels dans les prisons, c'est peut-être du 1%, quoi, j'en sais rien. Donc en fait, les prisons sont vides, hein. S'il n'y a plus d'argent, sans argent, en fait, la motivation du crime disparaît, hein. Du crime, je veux dire, du délit, de la délinquance, du vol, tout ça, ça disparaît. Donc il y aura très peu de délits, quoi. Oui, d'ailleurs, ça sert à rien de voler dans le système puisqu'on peut même pas revendre. Ah oui, oui, non, mais, non, mais ça n'a plus de sens, tout ça, ça n'a plus de sens. Mais ceci étant, on peut perdre la citoyenneté autrement. Euh, Par exemple, on a le droit. Donc, j'ai parlé tout à l'heure du temps à travailler pour pouvoir accéder à la retraite. On a droit aussi, moi j'imagine qu'il faudra instaurer un système de crédit temps chômage. Enfin, voilà, un crédit temps chômage, je sais plus comment j'appelle ça, enfin c'est un truc comme ça. C'est-à-dire que par exemple dans sa vie, un citoyen aura le droit de ne pas travailler en fait, c'est-à-dire le chômage au sens littéral, de ne pas travailler tout en étant citoyen pendant par exemple il aura un crédit de 3 ans. Ça ne veut pas dire qu'il doit l'utiliser, mais il a un crédit de 3 ans. Pourquoi? Parce que on est dans une entreprise, les choses évoluent, une entreprise peut être très bien fermée, quelqu'un peut avoir besoin de prendre un peu de vacances, de s'aérer l'esprit ou je ne sais quoi. Donc, sur 3 ans, sur une année, sur une vie, c'est pas forcément, c'est pas très long en soi, mais ce temps-là devrait être restitué. C'est du temps négatif. En même temps que les 3 ans en fait génèrent du temps positif sur la carte, ça génère autant de temps négatif. Donc il faut les récupérer. À l'arrivée, si quelqu'un, on a 3 ans, mais celui qui prend ces 3 ans, ça veut dire qu'il aura 3 ans de plus à travailler pour atteindre la retraite. Ouais, d'accord. Bon, ce qui n'est pas forcément une bonne affaire pour la société en réalité, hein. Mais c'est quand même assez dissuasif pour. Ça évite que les gens croient que c'est tout bénef. Bon. Mais ceci étant, imaginons qu'il y ait des crétins qui, qui se lancent, qui consomment leurs 3 ans. C'est un parachute de sécurité. Ça veut dire que s'il a bougé son parachute, ben le jour où il y a un pépin, il est plus citoyen. Là, il la perd la citoyenneté, là, pour le coup. Là. Mais c'est la règle du jeu. Il n'y a plus de temps négatif. Là, il n'y a plus de temps négatif, il n'était plus citoyen du tout. Là. C'est le temps crédit chômage, c'est fait pour être une sécurité. Si tu la bouffes comme un idiot, ben c'est tant pis pour toi, hein. Là, effectivement, ça pourrait être un cas, par exemple, où on perd de la citoyenneté. Parce qu'après, même les entreprises, par exemple, liquidées, ben, une entreprise est liquidée, le citoyen, l'employé qui fait partie de l'entreprise, active automatiquement son crédit de temps chômage. Le temps de trouver un autre. Voilà, le temps de trouver autre chose, qu'il trouvera d'ailleurs très rapidement. Dans ce système-là, il n'y a pas de chômage. Oui, mais d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de chômage? Ben, c'est simple. Les citoyens peuvent accéder librement au marché. La demande, d'un point de vue théorique, est infinie. Ben, si la demande est infinie, l'offre, elle, est finie. Ce qui veut dire que l'offre peut augmenter jusqu'à ce que jusqu'au maximum, c'est-à-dire jusqu'au plein emploi, et elle n'atteint pas encore la demande. Donc en fait, c'est une situation qui est en équilibre parce qu'elle est fondamentalement déséquilibrée. On est toujours au plein emploi parce que la demande est toujours supérieure à l'offre. Alors ça, c'est de la théorie. On peut imaginer qu'en pratique, la demande réelle baisse, même en deçà de l'offre. Mais dans ce système-là, il y a des moyens d'activer. Enfin, il y a la cité a des solutions qui n'existent même pas aujourd'hui, quoi. Là, par exemple, on peut baisser on peut baisser les conventions, on peut baisser le temps de retraite. Enfin, il y a des leviers en fait qui permettent de faire justement baisser l'offre, sans évidemment de faire baisser, mais sans nuire aux droits des citoyens. Est-ce que c'est un projet mondial? Faut-il que la planète entière s'y mette pour que cela fonctionne? Ben non, en fait, pas du tout.
D'ailleurs, déjà, l'idée d'un projet mondial, c'est une vue de l'esprit. Il peut pas. Alors évidemment, c'est peut-être, ça peut paraître prétentieux, mais il me semble que cette théorie-là est quand même révolutionnaire. Et une révolution au niveau mondial, c'est une vue de l'esprit. C'est-à-dire, une révolution nécessite que des gens aient la même idée révolutionnaire au même moment. Alors déjà, une idée révolutionnaire, pour que des masses de gens l'aient, c'est compliqué. Mais alors que pour toute l'humanité ait cette même idée au même moment, ça n'a aucun sens. Ben déjà, en plus, les conditions qui rendent nécessaire une révolution ne sont pas elles-mêmes réunies partout en même temps. La technologie qui permet cette révolution-là n'est pas le fruit de de tous les pays, de toutes les civilisations. C'est le fruit, en particulier, de la civilisation occidentale, des pays occidentaux. Cette révolution, en fait, aura lieu en premier dans un pays occidental, et pas dans tous les pays occidentaux. Que, que la plupart des pays occidentaux basculent rapidement dans ce système-là, c'est une chose. Mais que la révolution soit déjà au niveau ne serait-ce que de l'Occident ou de l'Europe à l'instant T, déjà rien que ça, c'est une vue d'esprit. Alors au niveau du monde, c'est même pas la peine d'en parler. Ça, Quand tu parles des conditions, c'est notamment le mode de production industrielle oui, oui, oui. pour l'accès libre. Non, mais il y a les conditions matérielles, mais les conditions psychologiques, les conditions, l'ensemble de ce qui fait une civilisation. Parce que la technologie moderne, elle n'est pas le fruit du hasard. C'est qu'on a une façon de penser, c'est qu'on a tout ça, ça évolue en même temps. On a une conception de la politique, on a une conception de ci, tout ça, ça fait partie de notre idiosyncrasie. Ah, j'ai trouvé le mot là. Collective, l'idiosyncrasie collective. Donc, il y a encore énormément de pays où il n'y a pas de base industrielle, où ils n'ont même pas de réseau informatique. Eux, ils n'en sont pas dans leur étape dans leur histoire, ils n'en sont pas à cette étape-là. Quoi. Ils sont à une étape qu'on a connue nous, mais avant. Avant, on n'a pas. La révolution d'aujourd'hui, on l'a pas faite avant. Enfin, la révolution même, pas d'aujourd'hui, la révolution de demain. Même nous, on l'a pas encore faite. Même nous, on l'a pas encore faite. Alors que, en fait, technique, d'un point de vue pratique, on a tout pour la faire. Hein. On peut la faire demain. On aurait pu la faire hier, on peut encore la faire demain. Mais on la fera quand? Alors là, dans 10 ans, dans 20 ans. Pas dans 3000 ans. Hein. On la fera. Cette révolution-là, on la fera avant 2050. Ça, ma tête à couper. Quoi. Mais pas plus tard. Quoi. Mais nous, c'est nous. Nous, la France. Nous, la France avec son passé, sa culture, etc. Sa technologie, son idéal. Tous les pays ne sont pas la France. Voilà. Oui, d'ailleurs, ce serait absurde de demander par exemple aux Chinois d'abolir l'argent si nous-mêmes on l'a pas déjà fait chez nous, quoi. Bah déjà. Après, alors la Chine c'est encore un pays particulier parce que eux ils sont quand même, c'est un pays compliqué la Chine. Hein. Ils sont 2 milliards maintenant, un truc comme ça. Libre accès au marché pour 2 milliards. Truc, ça peut être compliqué, tu vois. Là, le principe peut être, là, ça peut être le principe du rationnement. Alors peut-être un rationnement plus haut de gamme, disons haut de gamme, tu vois, mais le principe d'accès libre, c'est. Tu vois, après, tu vois, il y a des conditions pratiques qui aussi posent des problèmes. Hein. Sur le principe est une chose, après l'appliquer, c'est. Et puis il y en a qui peuvent pas du tout, de toute manière. Il y en a qui en sont pas là. La révolution ne sera pas mondiale, ça ne peut pas se faire, et en plus elle n'en a pas besoin parce que précisément une société peut abolir la monnaie en interne sans être coupée du monde. Ben, comment? Ben, une société qui fonctionne comme une société, comme une entité, a une production, on a vu qu'il n'y a pas de chômage, on a vu que c'est un système je cherche le mot, performant, voilà. Donc c'est un système qui produit. On produit, alors évidemment on produit en premier lieu pour les citoyens, mais on peut aussi produire suffisamment pour exporter. Alors, quel est le but de l'exportation en vérité? C'est pas de faire plaisir aux autres. Le but de l'exportation, c'est de vendre des produits exportés pour que la société, parce qu'évidemment pas les entreprises, même si elles vendent, elles n'ont pas besoin de l'argent, puisqu'elles fonctionnent sans. Mais que les entreprises de la société vendent pour que la société ait de l'argent
pour justement financer ce qui devra venir de l'extérieur, comme notamment les matières premières, pour financer également d'une certaine manière les voyages des particuliers, des citoyens français à l'étranger. Là, après, c'est encore une autre question. Mais donc, en fait, comment ça fonctionnera? Tant que le monde sera monétaire, il le sera encore longtemps. En tout cas, dans certains pays seront monétaires encore très longtemps. Il faudra forcément que pour les échanges avec ces pays-là, il y ait de la monnaie. Mais c'est pas les individus, c'est pas les particuliers qui auront la monnaie. Ce sera la société dans son ensemble. Pas d'argent en interne, on produit des produits de bonne qualité qu'on exporte. Avec cet export, on a un budget à l'international, Voilà. mais cet argent, on ne l'utilise pas en interne. Pourquoi faire? Payer qui? Payer quoi? Euh, Ou on peut même troquer nos produits finis. Produit extérieur, oui, pour l'échange extérieur. Oui, oui, après, de toute manière, la monnaie, comme on l'a dit au départ, ça met en œuvre le schéma du troc. Donc, effectivement, au niveau international, on peut aussi troquer, par exemple, matières premières contre produits finis. Des choses comme ça. Après, encore une fois, ça, c'est du détail. Je pense que quand on a trouvé comment dépasser la monnaie, ça, c'est de la gnognotte à côté, quoi. C'est des questions, ça se résout tout seul. Et c'est ça qui est dingue alors finalement dans le système monétaire, c'est qu'on se fait doublement plumer. C'est-à-dire que on remplit un devoir envers la société en travaillant, mais en retour on n'a pas les droits qui nous sont dus. Oui, parce qu'en fait, il y a un intermédiaire qui s'appelle la monnaie. Et via cet intermédiaire, en fait, on nous floue de nos droits. En fait, on ne reconnaît même pas la citoyenneté. En fait, la monnaie, ça détruit la société, bafoue tous les principes de l'ordre social, et pire, fait oublier les principes. Alors qu'en fait, on voit bien c'est juste un voile. On est quand même complémentaires, on vit, de facto, on vit en société, et malgré tout, la monnaie nous oblige à nous faire la guerre en permanence, quoi. Mais ce n'est qu'un voile qui est jeté sur une réalité. Il suffit de retirer le voile et tout va fonctionner, quoi. En fait, c'est quelque chose qu'on a pu se rendre compte que seulement maintenant avec l'apparition du réseau informatique. Parce que nos ancêtres ne pouvaient pas imaginer Tout à fait, ouais. valider la citoyenneté à grande échelle, parce que justement, il n'y avait pas de moyen de la valider à grande échelle. En fait, il manquait les deux conditions qui sont, un, la production de masse. Pour l'accès libre. Pour l'accès libre. Et deux, la technologie pour vérifier la citoyenneté. Donc en fait, on est dans une époque, on va dire, charnière. Tout à fait, ouais. Là, de toute manière, on voit bien qu'on est dans une époque charnière. La monnaie elle-même évolue, il arrive au terme de son évolution. Elle en arrive à être virtuelle, à ne plus exister en fait, à ne plus avoir d'existence réelle. C'est ce qui rejoint d'ailleurs son départ, son origine qui est une croyance. C'est ça, effectivement. Aujourd'hui, la monnaie se confond avec ce que j'appelle l'argent. La monnaie repose sur la confiance et l'argent est une croyance. Donc confiance-croyance, en réalité, c'est la même chose, hein. Mais tout ça pour dire que la monnaie qui au départ représentait des objets réels, puis a eu des formes matérielles solides, puis solides mais abstraites comme les billets. Et maintenant, c'est plus rien. Maintenant, ce sont des chiffres sur un ordinateur, ça n'existe même pas, quoi. En fait, donc c'est quelque chose qui évolue, et je vois pas comment ça pourrait évoluer encore plus, quoi. Là, maintenant, elle n'existe plus, en fait. Elle ne peut plus évoluer. Ça veut dire que c'est une chose qui évolue et qui est arrivée au terme de son évolution. Donc, en plus, là, le civisme explique quelle est l'étape suivante. Parce que le civisme, c'est l'étape suivante. C'est la carte à puce sans la monnaie. Mais pour ça, pour pouvoir mettre en œuvre, pour pouvoir passer à l'étape suivante, il faut concevoir évidemment les choses tout à fait autrement. Et c'est ce que fait le civisme.
si vous devez me résumer avec des mots assez simples, Le civisme, en 3 mots. comment, comment sortir du système monétaire grâce à la technologie? Ben, la technologie est elle-même en train de tuer l'argent, est elle-même en train de tuer la monnaie. D'ici quelques temps, nous n'utiliserons plus que des cartes à puce, qu'on appelle aujourd'hui cartes de crédit, qui font que la monnaie est virtuelle. C'est-à-dire en fait qu'elle n'existe plus, quoi. Et l'étape suivante, comme le prône le civisme, ben, c'est des cartes à puce, mais qui servent non pas à vérifier qu'on a de l'argent sur un compte en banque, mais qu'on est bien citoyen. Puisque c'est la citoyenneté qui elle-même implique de participer à la vie de la société, qui justifie le droit d'accéder au marché. Donc, à partir du moment où on peut vérifier la citoyenneté des gens, la citoyenneté telle que je l'entends, il n'y a plus besoin de monnaie. Oui, donc je vais au supermarché et en tant que citoyen, en tant que travailleur, je passe ma carte. Bah, d'abord, tu fais tes courses. D'abord, tu fais tes courses. Oui. Ensuite, tu passes en caisse. Et effectivement, il faut que tu valides tes achats. En fait, mais c'est exactement comme aujourd'hui, hein. Alors, quel est l'intérêt ici, là? Ben, l'intérêt, il n'est pas pour. Le but, c'est pas de vérifier ce que tu as acheté. Ça, tout le monde s'en fout. Le but, c'est que la société puisse savoir ce qu'a fait le commerçant. Puisqu'il a une activité, et il faut bien attester qu'il a rempli son activité. Et donc, c'est à ça que servent les cartes. Parce qu'après, tout se fait après de manière informatique, hein, Alors évidemment, ça lui sert aussi lui-même à gérer ses stocks, etc. Mais c'est surtout pour la société. Vous avez écrit combien d'ouvrages au final? Alors sur la théorie elle-même, donc sur le civisme, je crois qu'il y en a 4 ou 5. Je crois qu'il y en a 5 en fait. Il y en a 4 donc, qui font partie, qu'on retrouve dans un seul ouvrage qui est tout sur le civisme. Le premier, c'est donc séparément. Le premier, c'est. Les premiers, quand je dis le premier, c'est le premier disponible imprimé. Et en fait, tout ça, je l'ai écrit et réécrit avant, mais il y a des versions qui n'existent même pas, qui n'existent pas quoi, hein, de ma théorie. Mais donc, le premier bouquin que l'on trouve, c'est Réquisitoire contre l'argent ou Théorie de l'égalité. Le deuxième, c'est évidemment la théorie du civisme. Donc, c'est Théorie de la cité, donc c'est civisme ou Théorie de la cité. Le troisième, c'est le civisme illustré. Le quatrième, c'est Principe universel de l'ordre social ou base de la société à usage universel. Donc ces 4-là sont dans tout sur le civisme. Ok, on peut acheter les 4 en un. C'est ça, tout sur le civisme. Et donc il y en a un cinquième qui lui n'est pas dans tout sur le civisme, c'est Révolution. Révolution qui en fait reprend les textes d'une série de 12 vidéos que j'ai faites, que j'avais faites d'ailleurs exprès. J'ai écrit les textes exprès. J'avais pas l'idée de faire un bouquin au départ, mais chez moi il y a toujours un petit peu ce fond-là de faire des choses durables. Et donc en écrivant un texte, quelque chose qui reste, évidemment à l'arrivée on peut en faire un bouquin, quoi. Donc il y a ce bouquin-là qui est pas mal. Donc il y a 12 vidéos, 13 textes à la base, j'ai plus 3 chapitres supplémentaires. C'est pas une synthèse, une vulgarisation du civisme en fait. Le mieux étant évidemment d'aller directement à la théorie, mais ce petit bouquin-là est déjà pas mal pour ceux qui n'y connaissent rien. C'est pas mal. Et puis sinon après j'ai aussi écrit d'autres bouquins, mais ça relève plutôt du domaine historique, c'est rien à voir, quoi. Eh bien, très bien, je vous remercie. Ouais, je t'en prie. Merci de m'avoir accordé. Merci de m'avoir épuisé jusqu'à 5h du matin. Merci de m'avoir accordé cette petite intervention. Petite?
Ah, dis donc, Et j'oserais dire vive le civisme alors. ben, vive la révolution. Vive la révolution. Ah oui. Merci. Eh ben, Merci Philippe. je t'en prie.